Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Un franc-parler et une audace qui tranchait avec le discours très policé de ses pairs. C'était cela, Thomas Sankara. Un homme libre qui souhaitait en finir avec les compromissions et les arrangements qui rythment la diplomatie dans le monde. C'est justement pour en finir avec ces pratiques, mais également pour mettre ses compatriotes au travail, leur redonner de la dignité et en finir avec la dépendance vis-à-vis de l'Occident, notamment des puissances colonisatrices et des institutions financières, qu'il va lancer, avec quelques camarades officiers, quelques amis nourris aux théories et aux lectures de gauche, la révolution burkinabé à partir du 4 août 1983. Elle dure depuis maintenant plus de 3 ans. Elle a mis ses compatriotes au travail, a bousculé leurs habitudes, a fait reculer la corruption, leur a appris à compter sur leur propre force de travail, à vivre selon leurs moyens. Elle leur a donné un nom sur le plan international. Mais le contexte de crise économique mondiale qui a finalement poussé toutes ces nations devant le Fonds monétaire international en ces années 1980 n'épargne pas le Burkina Faso. Elle aussi, si fière, si critique vis-à-vis de ses puissances financières, est obligée de se plier à ses exigences, à ses obligations si contraignantes et parfois humiliantes. Le pays des hommes intègres, géré depuis leur arrivée avec une austérité qui parfois prête à sourire chez certains voisins, doit à son tour se soumettre aux injonctions des institutions de Bretton Woods. Il doit aussi rembourser des dettes importantes avec des intérêts interminables. Un mal dont souffrent la plupart des nations africaines, mais qui s'abstiennent d'en parler ouvertement. Ce n'est pas le tempérament de Thomas Sankara. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba en refusant de payer la dette. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Ce 29 juillet 1987, lorsque Thomas Sankara arrive à Addis Ababa, à la 25e conférence des pays membres de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, il est décidé à dénoncer ce dont personne n'ose parler et qui préoccupe pourtant l'ensemble des nations continentales. La question de la dette. Le capitaine, ce matin, est en forme. Même s'il tient devant lui les feuilles de son discours, il n'y jette que quelques coups d'œil, quelques regards furtifs. Il va évoquer dans un premier temps l'historique de la dette, qui trouve son origine dans l'histoire, dans la colonisation. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Thomas Sankara va, avec ce discours, susciter parfois de l'adhésion, parfois la surprise dans la salle. Ces pères qui par moments masquent mal leur gêne devant cette réalité exprimée sans concession, sans diplomatie, l'applaudissent, ou au moins rient de cette attaque frontale. Jusque-là, personne n'osait s'attaquer à ces institutions, à cette dette sous laquelle tout se croule. Mais le jeune capitaine ne veut pas en rester là. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes
lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. Le capitaine Thomas Sankara n'est pas naïf non plus. Il sait qu'il a besoin d'appui, de soutien, de l'adhésion de ses pairs pour affronter ces puissantes institutions financières. Et il le dit à sa manière. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. La dénonciation et la proposition de ne pas payer la dette sont claires. L'auditoire est conquis. Mais le jeune capitaine qui a vraiment animé le débat dans cette conférence de l'Organisation de l'Unité africaine ne s'arrête pas là. Il tient là l'occasion d'exprimer sa vision d'une Afrique décomplexée. Une Afrique qui doit se prendre en main. Une Afrique qui a un potentiel inexploité. Une Afrique qui doit suivre l'exemple du Burkina Faso. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce fonds uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer.
de Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Si le capitaine Sankara a conquis, s'il a, avec ce discours, accru sa popularité auprès des jeunes Africains de tout âge, il a dans le même temps de plus en plus de mal dans son pays à conduire avec sérénité la révolution dont il est le leader. En interne, il doit faire face à une opposition souterraine qui s'emploie à diviser, à opposer les principaux acteurs du changement. En plus des syndicats auxquels il est très clairement opposé désormais, il doit gérer cette insidieuse rumeur qui circule de plus en plus dans le pays. Nous avons dû subir diverses attaques, plus calomnieuses les unes que les autres, provenant aussi bien d'ennemis classiques que d'éléments issus des rangs même de la révolution. Impatients, les difficultés du combat, les exigences de l'engagement, l'âpreté de la lutte des classes ont amené des camarades à déserter purement et simplement les rangs ou à opérer des trompées purement et simplement de cibles. D'autres caressent le rêve de raccrocher, mais se font des scrupules sur la manière de le faire. Aussi cherchent-ils à théoriser d'avance leur abandon du combat révolutionnaire. Et c'est ainsi qu'ont circulé et circulent encore de nombreuses idées et théories toutes imbues d'opportunisme. Tout cela a contribué à constituer des éléments d'adversité contre lesquels il a fallu se battre pour avancer. Désormais, il va falloir vraiment se battre pour avancer, parce que ses ennemis, tant de l'intérieur que de l'extérieur, dont parle le président Thomas Sankara, sont parvenus à créer une brèche dans la confiance qui régnait entre lui et son numéro 2, Blaise Compaoré. Celui-là même qui a mené la charge le 4 août 1983 depuis Pau pour prendre Ouagadougou et lui remettre le pouvoir selon leur entente. Celui-là qu'il considère comme son frère, qui s'occupe en réalité de sa sécurité, lui aussi doute de sa loyauté. Les rumeurs lui parviennent selon lesquelles le président du Faso veut se débarrasser de lui. Ouagadougou, en cette année 1987, vit au rythme des rumeurs les plus folles, des tracts les plus abjects et les plus violents, nourris par deux journaux, le très satirique L'Intrus et son alter ego, Kélé Massa, dont l'un des animateurs est le lieutenant Yen Klimitié. Sur les options même à donner à la suite de la révolution, les leaders ne sont plus d'accord. Certains veulent poursuivre au même rythme, alors que d'autres souhaitent baisser la cadence. Et puis il y en a quelques-uns qui souhaitent la naissance d'un parti, un parti unique comme dans les pays du bloc de l'Est. Une option qui ne plaît pas trop aux militaires. Commandant pharmacien Abdou Salam Kaboré, membre du Conseil national de la Révolution. C'est vrai qu'à un moment donné, nous pensions que mettre en place le parti, ce n'était pas une urgence. Parce que le parti crée des potentats, des gens qui sont inamovibles. Mais on a été tellement sollicités que nous avions décidé de mettre en place le parti. Et pour la mise en place du parti, il y avait effectivement des divergences. Il y en a qui disaient que le pouvoir est au bout du fusil. Je ne vous dis pas lesquels, le pouvoir est au bout du fusil. Donc, nous, l'OMR, l'Organisation militaire révolutionnaire, nous devons rester central et tout le monde vient là se greffer à nous. En plus de ce débat sur la création ou non d'un parti, les rumeurs de coup d'État se multiplient dans la capitale. Commandant pharmacien Abdou Salam Kaboré. Sankara disait, Blaise n'a pas besoin de faire un coup d'État. Il a qu'à me dire, pousse-toi, je me pousse et il prend le pouvoir. Ça, il lui disait. Parce que tous nos gardes de corps, tous les gardes de corps de Sankara venaient de Pau. Et pour vous dire une anecdote, un jour, on s'est réveillé et les hommes de garde de Thomas ont vu des mouvements autour du palais. C'était les hommes de Pau. Et quand on a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient, ils disaient que c'était une manœuvre qu'ils étaient en train de faire. De chaque côté, on s'observe, on se prépare. Ernest Normand Ouédraogo, ministre de la Sécurité et de l'Administration du Territoire, proche de Thomas Sankara. Non seulement je le lui disais en tant que frère, mais en tant que ministre aussi. Je lui portais toutes les informations qui me parvenaient. Mais il y a aussi des informations venant de l'extérieur. La situation était extrêmement dangereuse. Qu'il soit conscient du danger, là, il n'y a pas de doute à cela. Hein. Et il y a un groupe d'officiers qui est allé voir Thomas pour lui demander de réagir. Il a dit non, lui, il ne réagira pas contre Blaise. Parce que de toute façon, le peuple ne comprendrait rien. Qu'est-ce qu'il allait expliquer? Donc, il est prêt, il a dit qu'il est prêt à subir ce qui peut lui arriver.
Mais il n'a jamais dit expressément il va m'assassiner ou quelque chose comme ça. Non. Il dit que même s'il va m'assassiner, moi, je ne réagirai pas contre lui. Blaise Compaoré, lui aussi, doit faire face aux nombreuses rumeurs selon lesquelles Thomas Sankara veut en finir avec lui, veut le liquider. Le président du Faso est à présent conscient de la gravité de la situation. Il sait que la révolution telle qu'ils l'ont pensée est menacée. Il faut calmer le jeu, il faut calmer les esprits. C'est pourquoi il est décidé que l'enceinte de la révolution va être celui du bilan. Mais avec cette exacerbation des antagonismes, va-t-il y parvenir ? Va-t-il pouvoir rétablir la confiance avec son ami, son numéro 2 ? Les turiféraires de la division, tant de l'intérieur que de l'extérieur, parviendront-ils à mettre fin à cette expérience unique ? Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Rendez-vous donc dès le week-end prochain. Mais en attendant, vous pouvez nous réécouter sur le site de RFI et réagir comme vous le faites sur la page Facebook de l'émission. Une page Facebook qui est l'une des dernières nées de notre antenne et qui est néanmoins celle qui compte le plus d'amis malgré la fracture numérique de l'Afrique dont on parle tant. Merci pour cette confiance et cette complicité qui nous conforte aussi dans la volonté de l'Afrique de se réapproprier son histoire. Et voici Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent avec une certaine impatience, et je le comprends. Celui du jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur de ces propos. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Vous êtes des milliers à avoir reconnu le docteur Cheikh Anta Diop, l'égyptologue, anthropologue et homme politique qui a marqué plusieurs générations d'Africains en mettant en avant sur une base scientifique sa théorie sur l'Égypte nègre et sur la part du noir dans l'histoire du monde. Les 10 premières bonnes réponses sur notre page Facebook sont Abdelaziz Nabaloum et Antoine Herman Zagré à Ouagadougou au Burkina Faso, Aboubakar Diagana à Nouakchott en Mauritanie, Sila Aboubakar à Abidjan en Côte d'Ivoire, Georges Herman Kenyokwonga à Douala au Cameroun, Mahamadou Amadou Maïga à Ziguinchor au Sénégal, Diarra Djeneba Diakité et Ibrahim Kader Fofana à Bamako au Mali, Johan Arnaud Bepou Bangé à Dakar au Sénégal, et enfin Kofi Seigno Adokou à Lomé au Togo. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront chez eux, à leur adresse, le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. Cette semaine, c'est peut-être votre tour de gagner ce merveilleux cadeau. Surtout que pour célébrer les 20 ans de l'émission Archives d'Afrique, vous pourrez pendant 3 semaines, chaque week-end, gagner 20 coffrets au lieu de 10. Et pour démarrer cette semaine, qui est l'auteur de cette phrase ? Il y a 2 grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Trop facile. Qui est ce personnage marquant de l'histoire de l'Afrique ? Tout de suite donc à vos ordinateurs. Malheureusement, la question technique du répondeur d'Archives d'Afrique n'a pas encore été résolue, alors pas de téléphone cette semaine. Je le regrette. À vos ordinateurs donc. Les 20 premières bonnes réponses sur notre page Facebook Archives d'Afrique recevront chez elles le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Je rappelle bien sûr qu'il faut, en plus de la réponse, nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre à vos ordinateurs. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Ou encore, nous rejoindre sur archivesdafrique.com, en un mot et sans apostrophe. Archives au pluriel, bien sûr. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour la suite et la fin de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Bonne fin de week-end et à très vite. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.